voulons sortir du gouffre où nous avons été plongés depuis plusieurs années, afin de permettre au peuple congolais souverain primaire de retrouver sa santé, sa lucidité, c'est-à-dire de voir ses attentes jointes par le gouvernement. Je vais prendre un exemple. Vous avez un véhicule. Nous savons tous que pour conduire un véhicule, le chauffeur, c'est-à-dire celui qui conduit, a besoin d'avoir la direction, donc le volant, entre ses mains. Il a besoin d'avoir le levier de vitesse à sa portée. Il a besoin d'avoir l'accélérateur à sa portée. Il a besoin d'avoir sur la carrosserie que nous pouvons accepter de monter dans ce véhicule-là pour espérer que nous allons effectuer un voyage arrivé à destination. C'est pareil. Vous allez confier à un chauffeur un véhicule où il ne maîtrise pas le frein. C'est quelqu'un d'autre qui a la latitude de freiner. Quelque chose qui va nous entraîner vers un ravin et avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Voilà ce qui dicte notre position. Ce n'est pas par le fait qu'il y a des gens qui ont déjà convenu quelque part, qui ont disposé, en ayant en tête tout simplement la préoccupation des positionnements ou de partage de butin. Non, nous veillons au bon résultat, au résultat escompté que tous les Congolais vont devoir savourer en fin de compte. Parce que nous n'allons pas sortir de ce profond ravin où nous avons été plongés pour gesticuler et puis nous voir encore replonger dans une deuxième crise, une nouvelle crise et un ravin peut-être plus profond que celui dont nous sortons. Voilà ce qui dit qui donne le droit au chef de l'État de disposer des ministères régaliens. D'abord la logique. De 1. Celle que je viens de déterminer ici. Vous ne pouvez pas piloter une république sans avoir l'impérium même du pouvoir. L'impérium, c'est-à-dire les éléments pouvant vous permettre d'exercer ce pouvoir réellement. Vous n'aurez pas ces éléments en main. C'est là équivaudrait à un chauffeur qui est assis, qui a le volant en main, mais tous les autres éléments, il ne les contrôle pas, ne les maîtrise pas. Il ne peut pas espérer conduire ce camion à bon port. Et ça, c'est de 2. De 3, la jurisprudence. Dans ce pays, aucun gouvernement, non, il n'y a eu aucun gouvernement avec les ministères régaliens qui ont échappé au président de la République. Il y avait toujours cette question-là, il y avait toujours ce débat-là, et il avait toujours été décidé et compris que pour permettre au chef de l'État de disposer de l'impérium, il devrait en principe maîtriser les ministères régaliens. Et ça ne va pas déroger aujourd'hui. Voilà notre réponse. Il a décrété la fin des discussions. Moi, je crois que les discussions ne sont pas terminées. Elles ne peuvent pas être terminées en ce moment. D'autant plus que le président de la République n'a pas encore signé l'ordonnance, nommant les différents ministres. C'est-à-dire, nous sommes encore dans les conciliations. Et puis, lorsqu'on va dans un pays en crise où la population boit du noir, on vous propose une structure avec 65 ministres et vice-ministres. Vous pensez que c'est vraiment pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais? C'est tout simplement, nous sommes dans la logique du partage. Donc les gens veulent se retrouver et nous souhaiterions vivement sortir de cette logique-là. Nous souhaiterions vivement sortir de cette logique-là. Autant, je voudrais chuter sur les préoccupations de notre ami Kapala. Oui, nos craintes sont parce que nous savons, même dans la presse, ça se lit tous les jours. On nous dit voilà, il y aurait une autorité morale. Il n'est plus bien sûr au pouvoir,
mais qui a la propension à vouloir contrôler, à s'attribuer le contrôle, à tirer les ficelles. Et ça, c'est très dangereux. Nous avons vu dernièrement un parterre de santé aligné à Tindakati, en train de lui faire allégeance. Ils sont déjà à l'Assemblée nationale majoritaire, au Sénat majoritaire. Et si nous permettons, nous peuples, que les mêmes puissent avoir, disposant encore des ministères régaliens au niveau du gouvernement, il y a des craintes qui sont justifiables. On peut déchoir le président. C'est une crainte justifiée. On peut lui jeter des pots de banane. On peut lui faire porter la responsabilité de la gestion. Alors que tout sera fait pour que cette gestion soit calamiteuse. C'est cela que nous craignons. Pourquoi? Parce que les amis FCC n'ont pas prouvé jusqu'aujourd'hui. Parce que nous sommes empressés de pardonner et de dire voilà, on est prêt à passer l'éponge sur tout le passé. Mais nous souhaitions vivement, nous souhaiterions que nous allions, nous engagions sur une nouvelle marche. Mais nous sentons que en coulisses, ce qu'ils développent là, parce qu'ils disent attendez, nous allons, il n'y a que quelques temps, nous allons faire ceci, nous allons faire. Nous vivons dans un même village. Nous savons ce que vous ne pouvez pas dire à la télévision. Quand vous le dites en coulisses, ça nous parvient. Ça justifie nos craintes. Nos craintes sont justifiées. Est-ce que la société civile RDC, qui a toujours refusé de présenter un candidat dans la confusion, parce que rappelez-vous, déjà à l'époque, voyant que les élections en 2006 étaient mal organisées, en 2011, nous l'avons encore vécu, nous étions dit non, nous ne pouvons pas continuer, il fallait sanctionner la CENI. Nous nous étions portés avec une pétition auprès du souverain primaire qu'il avait signé massivement et avions eu raison du bureau dirigé par le pasteur Ngoï Mulunda. Cette pétition avait recueilli plus de 80 000 signatures. Et effectivement, la confusion s'était installée. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui, au départ, se réclamaient même amis au bureau de M. Ngoï Mulunda, du pasteur Ngoï Mulunda, qui, voyant qu'effectivement, il était mis à côté, ces gens étaient revenus pour dire voilà, ils voulaient occuper. Il y a même des gens qui voyaient d'un mauvais œil que nous puissions entreprendre cette démarche, la pétition. Mais une fois qu'ils ont vu qu'il y avait possibilité que tout le monde puisse postuler, ils étaient venus à une très vive allure, nous bousculant même. Et voyez la confusion qui s'était installée, nous nous étions mis à l'écart. Et la suite nous donnera raison, parce qu'on a vu Malou Malou sortir, lui qui est membre de l'église catholique, abbé de son état, mais être représenté par des églises autres que l'église catholique. Et, bon, bien sûr, Dieu a disposé de la suite, mais nous étions encore une fois descendus dans la rue avec la pétition que le peuple avait également massivement signée. C'est pour montrer que nous avons toujours tenu à ce que la CENI puisse jouer son rôle correctement. Étant donné qu'elle a la mission noble de pouvoir traduire fidèlement le suffrage chaque fois exprimé par le souverain primaire. Au regard de l'article 5, c'est en cela que le pays pourrait fonctionner. Et nous sommes sur cette thématique depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas opportunistes. Raison pour laquelle, lorsque nous avons vu, nous avons été à la Cinco. À la Cinco, nous étions les seuls à avoir comme préoccupation la restitution de la CENI. Nous sommes battus pour ça. Et lorsque nous avons vu que les choses nous avaient échappé de ce point de vue, nous avons refusé même de nous présenter aux élections en tant que candidat. Nous avons refusé de nous présenter comme candidat aux élections. Nous sommes une des rares structures à avoir refusé, à avoir évité de nous engager dans un chemin où nous trouvions qu'il y avait beaucoup de désordre. Et la suite doit nous avoir donné raison. Et aujourd'hui, il est question qu'on puisse pouvoir à
au remplacement des animateurs de la CENI. Nous pensons que, avant de parler de candidature, nous pensons qu'il y a un sérieux problème à résoudre. Ce sérieux problème, c'est celui d'abord d'éviter qu'il y ait corruption. Parce que la corruption telle que nous la vivons actuellement, elle est spectaculaire. Elle est spectaculaire. Elle a consacré la crise de confiance entre la CENI et la population. Allez partout, on vous dira qu'en Cuba, il y a une crise de confiance. On ne croit pas, cette structure-là ne répond pas correctement à sa mission. Il y a ce problème à résoudre. Il ne s'agit pas seulement de remplacer des gens qui sont en train de perdre, qui ont fait un mandat, qui doivent quitter des postes pour les remplacer par d'autres qui vont les remplacer, qui ont besoin du travail. Il y a d'abord un problème à résoudre. Il faut sortir de cette crise. Et c'est là où nous responsabilisons le président de la République. Parce qu'au-delà de l'institution CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, il y a cette crise qui peut enflammer tout le pays. Nous avons frôlé cet état de choses. Alors, il doit prendre cette question de la CENI probablement. Nous disons, la suite du travail fait par la CENI, c'est même répercuté, cette confusion s'est répercutée sur la cour constitutionnelle, où nous avons vu aujourd'hui, le conflit est ouvert. Le conflit est ouvert. Il y a des gens qui dorment là-bas, devant la cour constitutionnelle. Nous avons des évidences. Des députés issus de circonscriptions où il n'y avait aucun problème. On les a vus écartés ou évincés par la cour constitutionnelle pour réhabiliter d'autres qui n'avaient même pas introduit des recours. C'est pas tant. Alors que la cour constitutionnelle est le siège même qui table que sur les évidences. Mais quand il y a des incongruitudes de ce genre, nous devons chercher la cause, la source, c'est la CENI. Et je voudrais ici terminer avec l'espoir de rejoindre votre préoccupation, cher ami. Ce qui s'est fait, nous vivons dans un même village. Nous savons qu'il y a des réunions qui se tiennent à Vénus de Nicolas. L'agitation que nous avons vue là, que nous avons vécue ces derniers temps, avec la tendance de mettre en place un bureau et tout ça, est orchestrée par le bureau sortant de la CENI. Nous ne pouvons pas accepter que ce même bureau sortant s'arroge le droit de choisir qui va les remplacer. Nous ne pouvons pas permettre ça. Et c'est pourquoi nous disons, c'est une question très sérieuse, qui revêt même d'un caractère de souveraineté. Parce que la CENI manipule l'expression du souverain primaire. Et lorsqu'elle arrive à galvauder cette expression, ce suffrage, ça fausse tout, ça détruit tout, ça dénature. Même la qualité du contenu, ou du contenant, donc du contenu des institutions. Et ces institutions ne sont pas à même de répondre aux désidératés du souverain primaire. C'est grave. Et nous ne pouvons pas continuer avec cet état des choses ou bien traiter cette question avec légèreté. C'est pourquoi la société civile, la RDC, qui a toujours travaillé, qui a toujours fait que la thématique élection reste sa principale thématique parce que c'est la base même de notre déchéance en tant que société. Nous avons un mot à dire. Pour clore ma réponse, nous aurons un cas. Merci beaucoup. Nous allons... Il faut faire vite, mais faire bien. Qui est pressé de mourir parmi nous? On vous dit qu'il y a un danger de mort là, vous êtes pressé à mourir. Personne. Mais nous voyons le danger comme une vérité alléthéique. Nous voyons ce danger-là, il est devant nous. Si vous vous êtes pressé qu'on court vite vers le trou, alors dites-le nous. Mais en tant que visionnaire, voyant le trou, nous disons, ça ne sert à rien de se précipiter. On peut prendre tout le temps qu'il faut. Peut-être la souffrance que nous endurons présentement serait préférable
et au précipice où on va nous jeter. Parce que là, ça va beaucoup plus brûler que maintenant. Nous pensons, nous avons perdu beaucoup de temps et réajuster les quelques éléments qui restent ne nous prendrait pas beaucoup de temps. Ce sont des éléments à réajuster, tempérer les ardeurs des gens qui pensent que c'est un morceau qui doit être partagé au gré des intérêts individuels. C'est une question de conscience et d'éthique politique, et il suffit que le président puisse rappeler tout le monde à cette éthique-là. Et je crois que ça ne peut pas prendre beaucoup, ça ne peut plus prendre beaucoup de temps. Et alors là, il y aura un gouvernement qui va donner des bons résultats et le peuple va se retrouver. Au lieu d'aller dans la précipitation, tout en sachant que ce qui est fait là n'est pas fait dans l'intérêt vraiment réel du peuple, et ça sera même pire que ce que nous avons connu aujourd'hui. Qu'est-ce que la société civile va devoir faire? Qu'est-ce que la société civile va devoir faire? Je voudrais ici vous dire qu'on ne peut pas envisager conduire ou piloter une société sans son implication. On a toujours chaque fois essayé, mais la stratégie ou les résultats ont toujours montré qu'il faut l'implication d'un souverain primaire. Et nous pensons que chaque fois que nous nous sommes rétractés sur une question, le peuple nous a suivis et les conséquences ont été que ce qui avait été prévu n'arrivait pas. Donc c'est tout le monde qui grinçait les dents par après. Nous disons ici que si ce n'est pas suivi, nous n'allons pas désarmer, nous allons talonner les actes de gestion qui vont...